Bonjour et bienvenue à tout le monde à l'émission Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette à l'animation et aujourd'hui, comme à chaque semaine, j'ai toute une équipe avec moi. Je vais commencer à la régie avec Marie-Laurence Roux qui est avec nous aujourd'hui. Allô Joël. Bonjour, bonjour. On a aussi Jean-Félix Aubé-Pronce qui a choisi pour sa première chronique historique de remonter très loin dans le temps et d'aller nous parler de la Renaissance carolingienne. Bonjour Jean-Félix. Bonjour Joël. Bonjour. Et on a aussi Elliot Boulat qui fait sa première chronique aujourd'hui avec nous et qui va nous parler d'une personne plus reconnue encore que Justin Trudeau dans une manifestation environnementale. Il va nous parler de Marco Polo. Bonjour Elliot. Bonjour, par contre je m'excuse, on n'a pas trouvé de photos de jeunesse de Marco Polo. Donc, Et on va enfin avoir Charles Bénard qui revient cette année avec nous et qui va nous parler de l'activisme environnemental au Costa Rica. Bonjour Charles. Bonjour Joël. On a aussi des invités, nos précieux invités. On a en studio Julien Lehoux qui est un nouvel habitué de l'émission. Bonjour à tous. Et Elisa de Boisseuil qui se prépare pour sa première chronique la semaine prochaine. Et oui, bonjour. Alors, restez en onde parce que, évidemment, pour entendre la chronique de Elisa la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, sans plus attendre, on va commencer avec Jean-Félix. Jean-Félix, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler, grosso modo, de la Renaissance carolingienne. Mais ce dont je veux vraiment vous parler, c'est la relation serrée qui existe entre la Renaissance carolingienne, celle du Moyen-Âge et celle de la Renaissance, on parle bien de la Renaissance qui a eu lieu au 15e, 16e siècle en Europe. Mais c'est quoi cette Renaissance? Dis-moi. Alors, avant d'aborder l'idée même de Renaissance, je voudrais vous parler plus précisément en fait de trois aspects ou questions qu'il faut aborder pour comprendre la réforme carolingienne. Donc le Moyen-Âge en fait, donc qu'est-ce que le Moyen-Âge? C'est le premier aspect qu'il faut se poser. Donc le Moyen-Âge, c'est une période de temps qui va partir à partir de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 jusqu'à 1492 qui est la découverte du Nouveau Monde de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc la découverte bien sûr de l'Amérique par les Européens parce qu'il y a déjà des gens en Amérique. Et des Européens qui ont été aussi les Vikings. Effectivement, oui, les Vikings s'étaient établis probablement autour de Terre-Neuve ou au Groenland. et même on a des preuves avec de l'archéologie, on a retrouvé des stations de 30 000 avant Jésus-Christ, des gens qui étaient passés en fait pendant les grandes glaciations par l'Atlantique, qui était glacé à l'époque. Par l'Atlantique. Est-ce que c'est le sujet de ta prochaine chronique? Non, parce qu'il n'y a qu'un orteil à partir duquel étudier tout ça. Ah, bon. Même pour moi, c'est trop peu de sources. Alors, après la première question, qu'est-ce que le Moyen-Âge? On peut se poser alors une autre question, qui est le deuxième aspect. Pourquoi est-ce que le Moyen-Âge existe exactement? Donc, il faut savoir que c'est une création des gens de la Renaissance, ou celle du 15e, 16e siècle. La première attestation de Moyen-Âge qu'on a dans les textes en latin, c'est Media Tempestas, qui voudrait dire saison intermédiaire, qui a été inventée par Giovanni Andrea Bossi, qu'on peut retrouver dans l'avant-propos de l'éloge de Nicolas de Cuse en 1469. Donc on est vraiment un peu avant la fin du Moyen-Âge, si on la place en 1492. Et c'est une idée en fait qui va se répandre progressivement dans les sphères intellectuelles de l'Europe jusqu'à temps qu'en 1604, on voit apparaître pour la première fois l'appellation Medium Aevum, qui voudrait dire effectivement Moyen-Âge. Donc on l'entend Moyen-Âge dans le sens d'un âge moyen ou d'un âge intermédiaire, un âge tampon en fait qui existe entre l'Antiquité et la Renaissance. Il faut savoir... Excuse-moi, Jean-Philippe, je vais t'interrompre 2 minutes. Moi, je suis carrément un néophyte en histoire du Moyen-Âge. Puis je me demandais, est-ce que c'est possible de faire une date précise sur quel Moyen-Âge aurait commencé? Y a-t-il une date précise qui existe ou c'est juste après l'Antiquité? Ben, le Moyen-Âge, en fait, c'est oui, effectivement, une période qui va commencer dans notre vision de l'histoire aujourd'hui après la fin de l'Antiquité. Puis la fin de l'Antiquité, on va vraiment la placer pour nous en Occident à la chute de l'Empire romain d'Occident, donc 476, déposition du dernier empereur romain occidental, Romulus Augustulus. Pourquoi on dit pas seulement l'Empire romain? Parce qu'il y a 2 sections à l'Empire romain. On va avoir une section en Occident et une autre section en Orient. C'est une division administrative et politique qui va s'effectuer autour du 3e, 4e siècle, puis qui va être vraiment bien établie au 5e siècle. Alors quand la partie occidentale de l'Empire chute, la partie qui est, disons, qui a moins bien réussi,
qui est plus un boulet en fait pour la partie orientale. Quand elle chute, l'Orient est plutôt, disons que l'Empire romain d'Orient est plutôt content. Il se dit bon ben tant qu'à y être, c'est ça qui est fait. Puis voilà, il a chuté. Maintenant nous on continue à survivre. Et ils ont survécu. D'ailleurs jusqu'en 1453, qui est aussi une date à laquelle on pourrait dire le Moyen Âge s'est terminé à cette date-là. Donc à ce moment-là, en fait, l'idée d'un âge intermédiaire, si je peux reprendre, l'idée d'un âge intermédiaire, ce que ça signifie, c'est la base idéologique d'un mouvement qui va chercher à mettre de l'avant des éléments de la culture antique et qui va inspirer les arts, la littérature, la philosophie, bien d'autres domaines aussi. Un mouvement qui va apparaître à la fin du 15e siècle en Italie, mais aussi au 16e siècle en Espagne, en Flandre, en Allemagne, en France, donc partout en Europe. Donc c'est vraiment un moment de passage vers une nouvelle culture, une culture intellectuelle, une rupture peut-être? Oui, on peut l'observer en fait comme on peut l'observer comme une idée de rupture. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant dans les faits, mais plutôt dans la tête des gens qui vont eux-mêmes concrétiser l'idée de Renaissance. C'est-à-dire que eux vont observer, donc déjà au 15e, 16e siècle, eux observent une différence entre leur époque et l'époque de grands hommes comme Pétrarque, Dante, Boccace, qui sont les pères de la littérature italienne, qui eux ont vécu au 14e siècle. Et ils voient qu'en environ un siècle, il y a une grande variation dans en fait les idées, dans la manière de réfléchir, dans la manière aussi d'aborder les différents problèmes de la vie. Et à ce moment-là, c'est là où ils vont commencer à réfléchir en termes de renaissance à ce moment-là, parce qu'ils vont se dire, bon, ben maintenant, on a accès à un savoir antique, et on a envie d'explorer ce savoir antique et on renaît d'une certaine façon à partir de ça. On renaît, pour emprunter leur expression, nous sommes des, si je me trompe pas, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Les géants, c'est les antiquitates, les antiquités, les hommes de l'Antiquité. Donc eux se placent à ce moment-là. Il y a une transformation en fait dans la vision du monde, c'est-à-dire que durant l'Antiquité et le Moyen Âge, en fait, au moment où la chrétienté devient extrêmement populaire, on va avoir une vision assez linéaire de l'évolution du monde. On va observer le monde comme étant, premièrement vieux de 6000 ans. Pour les chrétiens, c'est vieux de 6000 ans. Il va être divisé en 6 âges, dont le dernier, c'est l'âge dans lequel les chrétiens se situent. Donc, juste avant le jugement dernier, l'Apocalypse, la fin des temps. Les hommes de la Renaissance, eux, vont plutôt avoir l'idée que le temps est cyclique et qu'il y a eu des périodes de prospérité. Donc, la période de prospérité qui est en jeu ici, c'est l'Empire romain, qui avait une période de prospérité, effervescence des idées, etc. Et le contact, le renouveau, cette renaissance-là qui va s'opérer, et en fait le retour vers cette période-là. Donc il y a une idée qu'il y a une rupture, effectivement, donc eux vont établir une rupture. En bref, c'est l'idée que maintenant, après cette rupture-là, on redécouvre et on réexplore. Donc on a le droit de se demander, dans le troisième aspect, la troisième question que je vais vous poser aujourd'hui, si la Renaissance qui se déroule au début de l'époque moderne est marquée par la remise à l'honneur de la culture antique, et si c'est effectivement la première fois que ça arrive en Europe. Parce que si on veut admettre que la Renaissance existe, il faut dire il y a une rupture, il y a une perte de savoir, et ensuite on redécouvre ce savoir-là, et c'est un phénomène qui est nouveau et original. Laisse-moi deviner, c'est pas un phénomène qui est nouveau et original, c'est pas la première fois. Exactement, Joël. C'est effectivement, on pourrait dire, ce que je veux vous amener à dire, c'est à comprendre, c'est que c'est la troisième fois en fait qu'on pourrait le dire. La première fois, c'est la période qu'on peut qualifier de beau Moyen-Âge, donc qui se situe en plein centre du Moyen-Âge, en fait, qui a été concrétisée par Jacques Le Goff. Donc, on parle du 11e, 12e, 13e siècle. Cette période-là, qui est une période où on va avoir une très grande croissance économique, démographique, politique en Europe, et qui est aussi une période où on va redécouvrir les auteurs anciens, notamment Aristote, Platon. On avait des fragments auparavant, mais il y avait beaucoup des œuvres qu'on n'avait pas accès. Et en philosophie, on va voir, avec la redécouverte de ces œuvres-là, des nouvelles idées apparaître, et ce qui va venir en fait bouleverser un peu notre manière de réfléchir sur le monde, sur l'état du monde. Donc, au 12e siècle, on a exactement ces problèmes, ces critères-là qui vont arriver. Donc, on peut dire qu'il y a une première Renaissance avant la Renaissance à ce moment-là. Mais on va reculer encore plus loin. Donc là, on est autour de 1200, 1300, arrivée des premières universités en Europe. Mais moi, ce que je vais vous entraîner, c'est plutôt autour de l'an 800. Donc, la Renaissance carolingienne, comme son nom l'indique, est un phénomène qui est propre à l'Empire carolingien. L'Empire carolingien, c'est nommé selon Charlemagne, la dynastie carolingienne, en fait, mais le plus connu, c'est Charlemagne, empereur de l'Empire chrétien, l'Empire carolingien.
qui a été couronné en Noël de l'an 800, un événement qui va résonner d'ailleurs jusqu'au couronnement de Napoléon en Noël de l'an 1800, donc 1000 ans plus tard. Il voulait faire un petit rappel. Il a choisi cette date-là spécifiquement en l'honneur de Charlemagne. Ouais, ben en fait c'est pour créer une connexion dans la force de l'Empire en disant ben voilà, moi aussi je suis empereur et c'est 1000 ans plus tard, donc c'est vraiment une date très emblématique. Il y a eu de la chance d'être au bon moment d'ailleurs. Sinon, un an de plus ou un an de moins, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, la Renaissance carolingienne, c'est un phénomène qui va, à ce moment-là, se placer à la fin du 8e siècle, le tournant vers le 9e siècle, et qui va plutôt se terminer vers la fin du 9e, donc 960, disons 960, 970, tout dépendamment. Bon, ça dépend des 870, 880, ça dépend des historiens, ça dépend des événements. Mais bref, donc la réforme carolingienne commence avec Pépin le Bref, qui est le père de Charlemagne, qui va créer, en fait, qui va initier une réforme religieuse, une réforme dans l'éducation, mais aussi en établissant des écoles monastiques pour favoriser l'éducation des clercs. Donc la chanson sur Charlemagne qui a inventé l'école, c'est pas vrai? Faudrait dire qui est Pépin le Bref qui a inventé l'école? Non, c'est pas exactement vrai, parce que même Charlemagne, quand il va créer de plus en plus d'écoles, va créer deux types d'institutions. Il va avoir les écoles monastiques, bon, les écoles pour les ecclésiastes, mais il va aussi y avoir des écoles qu'on pourrait qualifier d'urbaines, qui vont servir à former des gens qui vont devenir des administrateurs dans l'Empire, qui vont servir en tant que missi dominici, qui vont permettre à ce moment-là de mieux administrer l'Empire. J'aurais une question, mais non, mais vas-y, Elliot. Oui, parce que moi j'aurais une question. J'aurais entendu dire, du coup, enfin plutôt, avec tout ça, est-ce que Charlemagne, du coup, lui-même était un bon lettré? En fait, non. Charlemagne était, il était probablement dyslexique. Il avait beaucoup de misère à lire, et dans ses deux biographies, on observe que il était dit comme faisant des nuits blanches avec chandelle pour essayer d'apprendre à lire. Il était complètement incapable. Et la fameuse signature qu'on connaît de Charlemagne, qui est en fait un idéogramme de 4 lettres avec un petit symbole au centre, c'est la seule chose qu'il a réussi à bien apprendre à recopier, mais c'est pas à cause de la forme des lettres, c'est plutôt à cause de la forme du dessin. Donc oui, effectivement, Charlemagne n'était pas, lettré lui-même, mais il était quand même cultivé et aimait vraiment à savoir que les gens autour étaient cultivés, parce que l'importance, en fait, de cette culture-là, c'est vraiment l'idée que pour atteindre le salut, pour être salutaire, il fallait bien comprendre le latin, parce que les textes sacrés étaient écrits en latin, la Bible, sans quoi on risquait en fait de devenir hérétique dans un sens, c'est-à-dire de s'éloigner du message divin, et à ce moment-là notre salut était compromis. Donc c'est en fait toute la réforme carolingienne, on pourrait d'un certain point de vue la situer dans cette direction-là, que ben oui, il y a un côté du salut, puis un autre côté aussi, ben on a besoin d'administrateurs, on a besoin d'avoir une langue commune assez bien, on a besoin d'avoir une nouvelle écriture, la minuscule caroline, etc. Donc, et tout ça passe par le latin. Tout ça passe, oui, bien sûr, par l'apprentissage du latin, qui est extrêmement important. Il faut dire que Charlemagne dit avoir un jour entendu une messe qui était dite dans un très très mauvais latin, qui était très mauvais, pire que ce qu'on pourrait imaginer. Il se serait levé furieux et aurait sorti de l'église et aurait dit bon, c'en est assez, il faut réformer tout ça, allez, on importe des intellectuels parce que sur le continent il y en a plus tant que ça, et à ce moment-là il aurait fait appel à des intellectuels qui venaient d'Irlande, d'Angleterre et d'Italie pour justement réformer son empire. Donc on remet à jour la culture antique, pédagogique, romaine. C'est ça. Au programme, on va mettre la remise sur pied du latin, qui est un premier point, mais on a aussi besoin pour ça, pour savoir bien écrire, bien parler, d'auteurs antiques qui vont parler de grammaire, de rhétorique, mais on va aussi garder tous les arts libéraux. En fait, on va les mettre en promotion parce que la grammaire et la rhétorique font partie des arts libéraux. Les arts libéraux étant... deux parcours, le trivium et le quadrivium. Et en fait, il y a 7 arts libéraux. Les plus importants dans notre cas ici, c'est vraiment grammaire, rhétorique. Ensuite, il y avait l'astronomie, il y avait la géométrie, il y avait l'arithmétique, il y avait la musique aussi qui était à l'intérieur. Donc, il y avait vraiment plusieurs arts, donc vraiment une variété qui formait en fait le cœur de ce que l'individu pouvait être. Et l'idée des arts libéraux, en fait, est cachée derrière les arts libéraux étant les arts des libres. Ceux qui ont la liberté, donc ça vient des Romains, eux qui étaient libres versus les servus, les esclaves ou les paysans, les gens qui devaient être asservis par la vie quotidienne. Mais quand on avait le loisir de pouvoir se cultiver, ben c'était les arts libéraux. Ça a été repris au Moyen-Âge, dispersé dans une éducation qu'on pourrait encore voir aujourd'hui comme étant l'éducation libérale, qu'on pourrait dire d'une certaine manière. Il faut voir un peu plus haut en anglais les humanities.
qui est l'idée d'aller chercher une diversité. Aujourd'hui, les humanities, c'est les sciences humaines, toutes mises ensemble. La base d'une éducation fondée sur les humanités. Et pour revenir à la réforme carolingienne, le programme, c'est vraiment d'abord la remise sur pied du latin, la sauvegarde de nombre d'auteurs classiques pour des raisons pédagogiques, d'apprentissage, la promotion des arts libéraux par ça, et ça va passer par l'éducation des clercs. Pas uniquement, il y a aussi des laïcs qui vont être éduqués, mais essentiellement eux. Là, justement, j'arrive à ma question. C'est qui ces laïcs-là qui vont être éduqués? D'où est-ce qu'ils viennent? Nécessairement, est-ce que c'est des personnes, des fils de marchands? C'est-tu des bourgeois? Est-ce que c'est des nobles? C'est qui ces gens-là nécessairement qui peuvent avoir accès à ces universités? Ou plus à ces écoles plutôt? À cette époque-là, c'est très très rare. En fait, les bourgeois, la classe sociale des bourgeoises n'est pas encore aboutie en Europe, on pourrait dire. Donc, il faut pas imaginer que c'est comme au 12e siècle où on va voir en fait des fils de bourgeois aller à l'université. On va voir des gens venant de familles. Et à ce moment-là, en fait, le noble est pas toujours riche. Mais à l'époque de Charlemagne, le noble est toujours riche, pas immensément riche, mais a de l'argent suffisamment. Et c'est plutôt les nobles, quand ils vont avoir le loisir, ils vont s'éduquer s'ils veulent. Mais les ecclésiastes, en fait, tous les intellectuels ou presque de la période, ce sont des ecclésiastes, des clercs en fait. Donc j'en arrive en fait à l'idée de la Renaissance carolingienne, qui est l'idée, on va retourner à la Renaissance du 16e siècle, c'est-à-dire, pour qu'il y ait Renaissance, il faut qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait effondrement de la culture totale. C'est pas vrai. Il n'y a pas effondrement, en fait, entre la Renaissance carolingienne et la chute de l'Empire romain, il n'y a pas effondrement de la culture. Non, il y a une perte des écoles antiques qui enseignaient une certaine éducation libérale, qui ont fermé, mais la Renaissance carolingienne va s'inspirer de différents cursus, mais il n'y a pas eu anéantissement de la culture classique. Il y a eu une transformation, donc un processus à travers l'éducation qui était lié vers le salut, qui était lié à des facteurs religieux. Donc si on défausse en fait cette idée-là de rupture, il faut se tourner plutôt vers ce que les Carolingiens eux-mêmes appelaient la Renaissance carolingienne. Ils disaient renovatio, c'est-à-dire renouveau, renouvellement. Et à ce moment-là, qui est vraiment pas le même mot que Renaissance. Exactement, Renaissance, c'est donc faut oublier l'idée de Renaissance et il faut se concentrer sur l'idée de renouveau. Et à ce moment-là, il faudrait dire réforme carolingienne à cause des réformes religieuses, plutôt que de dire Renaissance carolingienne. Et pour terminer, en fait, je voudrais juste vous dire un dernier point, parce que il y a une continuité il y a une progression sans solution de continuité qui va se dérouler tout au long du Moyen-Âge que la Renaissance. Et le dernier point, en fait, c'est se poser, est-ce que la Renaissance au 16e siècle sous-tend la même idée d'un effondrement total? Non, pas nécessairement. Donc, on peut aussi se poser la question quand on parle de Renaissance 12e, Renaissance 16e, Renaissance carolingienne. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt changer nos manières d'appeler ces mots-là et de parler plutôt de réforme ou de renouveau qui va s'opérer? Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je vous invite, si jamais le sujet vous intéresse, à aller écouter l'émission du 29 mars dernier où Jean-Noël Roland parle de la fonction des évêques du Haut Moyen-Âge en France. Donc, on reste dans un sujet relativement proche. Si ça vous intéresse, l'émission du 29 mars. On va maintenant se diriger en musique. Merci beaucoup, Jean-Félix, c'était très intéressant. J'espère que ça a bien été. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et on va aller en musique sans plus attendre. Qu'est-ce qu'on va écouter, Marie-Laurence? On écoute Le Courant de Mon Doux Seigneur. Des fois je préférais me vendre plutôt que de regarder la fin du monde. Ils me l'ont dit dans le vidéo. Imagine si on avait le câble, j'aurais peut-être plus au Nintendo. Le bonheur, ce n'est pas notre fort. Depuis que toutes nos couleurs sont dans nos ordinateurs. Cinéma, omniprésent Star Wars. J'en parle, mais c'est... Oui, mais c'est juste... On va se tuer à force de suivre le courant. Je pensais jamais danser comme ça.
Ouais. Mais tu me la poser, c'est juste je pourrais pas te dire c'est quand tu peux la poser parce que j'en parle. Ailleurs ta paye la touche même pas. Même nos pères l'ont jamais vu. On dirait un autre mythe des États. J'pensais jamais prier comme ça. Ça a l'air que pleurer ça se fait pas. Pis si chanter c'est pas une vraie job, pis que ta job c'est de m'écouter, check moi inventer de nouveaux métiers. J'ai jamais dit que j'étais lucide, jamais dit que j'étais sauvage, j'ai jamais dit que j'étais sénile, j'ai jamais dit que j'étais un mirage, j'ai jamais dit que j'allais sauver le monde, j'ai jamais dit que j'allais pas sauver le monde, j'ai jamais dit que j'allais sauver le monde, j'ai jamais dit que j'allais pas sauver ton monde. Rebonjour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On est de retour avec nos fantastiques chroniqueurs et chroniqueuses et invités. Et on va tout de suite enchaîner avec Elliot Boulat qui va nous parler d'un personnage très connu de la, on pourrait dire, mythologie du Moyen-Âge. Et j'ai nommé Marco Polo. Alors, qui est Marco Polo? Alors, Marco Polo, c'est un marchand vénitien qui a vécu de 1254 à 1324. Il est souvent considéré comme le grand explorateur du Moyen-Âge, celui qui est allé plus loin que personne n'est jamais allé. Il est allé jusqu'en Chine. On connaît tous le nom, ça c'est... Voilà, on a tout joué dans les cours de récréation à Marco Polo, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, en fait, comme tu as très bien dit, il y a une sorte de mythe autour de Marco Polo. Il y a vraiment cette idée qu'il a fait quelque chose que personne d'autre n'a vraiment fait. Pour citer une phrase d'historien que j'aime beaucoup, c'est pas tout à fait faux, mais c'est un peu plus compliqué. On l'entend souvent à cette émission ici. Voilà. Donc en fait, il faut déjà savoir que Marco n'est pas le premier de sa famille à aller en Chine. Ah en non? fait, exactement. Avant lui, son père et son oncle, donc Niccolo et Maffeo Polo, sont partis en ambassade auprès de Kubilai Khan, l'empereur mongol. À cette époque, à sa cour en Chine. Kubilai Khan, juste pour être sûr, est-ce que c'est lié avec Genghis Khan? Exactement, c'est un de ses descendants. Ah, en fait, c'est le 4e empereur mongol. Alors, faut savoir que l'empire mongol, en fait, est apparu aux alentours de 1206. C'est au moment où, en fait, celui qui va t'appeler Genghis Khan, qu'on appelle... ça m'échappe, donc je le dirai sûrement après. Temujin, voilà. Et, en fait, Temujin prend le titre de Khan et du coup va commencer, après avoir unifié les tribus mongoles, à conquérir des territoires. Donc, Niccolo et Maffeo arrivent jusqu'en Chine et donc reviennent en Italie avec un message pour le pape. Ils sont censés ramener 100 théologiens avec eux. 100 théologiens. 100 théologiens à trimballer, je rappelle, de Venise à Pékin. Hein? Et pas avec les autoroutes d'aujourd'hui. Sans les avions même. Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi est-ce que c'est 100, exactement, le nombre 100? Alors, généralement, quand on trouve des grands nombres comme ça dans les textes médiévaux, ça veut dire beaucoup. Mais là, il y a plutôt un consensus sur le fait qu'en fait, il voulait énormément de théologiens, énormément de personnes lettrées pour justement le convaincre d'adopter la religion chrétienne. Donc, au Moyen-Âge, énorme, ça voulait dire 100. Bah oui. Et quand tu trouves 10 000, c'était... c'est qu'ils Super étaient, énorme. c'est qu'ils étaient 100. C'est une grosse ville, 10 000. D'accord. Et donc, du coup, une fois que Niccolo et Maffeo rentrent à Venise, bah, Niccolo se rend compte que son fils a grandi. Son fils a environ 17 ans.
Et oui. Et du coup, ils vont repartir tous ensemble en 1271 pour faire une ambassade auprès du khan. Sauf que entre-temps, le pape est mort, on a dû élire un nouveau pape, et donc le nouveau pape ne leur confie pas 100 théologiens, mais 2 théologiens. Ah, bah c'est tout prêt, hein? Bah oui. C'est les réductions de budget. Exactement. L'austérité d'Harper. On connaît ça à l'UQAM. Sauf que le problème, c'est que c'est pas les meilleurs théologiens, enfin en tout cas c'est peut-être les meilleurs, mais c'est pas les plus courageux. Et donc à peine arrivé en Anatolie, il y a une petite reprise de conflit, rien de grave, hein, quelques gens qui se trucident autour de Jérusalem, ça arrive tous les jours à l'époque, encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, à l'époque. Voilà, à l'époque. Et du coup, ils décident eux de gentiment faire demi-tour, et donc Niccolo, Marco et Maffeo vont partir eux en Chine. Alors, mais sans théologien. Sans théologien. Qu'est-ce qu'ils vont dire au Khan? Eh ben ça on va voir, parce qu'en fait, si Marco Polo est connu, c'est en fait que son voyage n'est pas tant extraordinaire par le chemin qu'il a fait, mais par la durée. Parce qu'en fait, une ambassade comme ça dure au maximum 4-5 ans. Le temps de faire l'aller-retour, il y a 1 an d'aller, 1 an de retour, quelques heures de temps de négociation, voilà. Mais sauf que lui, il va y rester, en tout et pour tout, si on prend du départ de Venise au retour de Venise, il met 26 ans. Mais ce qui est idéal, c'est qu'un long voyage, ça laisse beaucoup de temps pour écrire un journal. Et ben, il n'a pas vraiment écrit un journal, en fait. Et ben, si, il a dû garder des notes, hein, bien sûr, marquer un peu ce qu'il a fait à droite à gauche. En fait, il rentre à Venise en 1285. Il est parti en 1294 de Chine, il rentre en 1285. Ce qu'il ignore, c'est qu'en fait, peu après son départ, Kubilai meurt. Et 1295, il rentre à Venise, et dès 1296, Venise est à nouveau en guerre avec Gênes. Donc, Marco, citoyen vénitien, participe à la guerre, se fait capturer, est enfermé à Gênes, et là, dans sa prison, alors, prison médiévale, hein, c'est pas une cellule, il reste quand même quelqu'un d'important dans la République vénitienne, donc il est, en fait, tenu à résidence. Et il va rencontrer Rusticello de Pise. Rusticello, qui est-il? C'est tout simplement, on pourrait dire, l'équivalent d'un écrivain au Moyen-Âge. C'est un peu plus compliqué, hein. On ne connaît pas vraiment les identités des écrivains, mais on sait qu'il a écrit une continuation arthurienne, c'est-à-dire qu'il a écrit une suite aux légendes du roi Arthur. Donc il a une certaine connaissance littéraire. Et en discutant avec Marco, l'un ou l'autre, on ne sait pas vraiment lequel, va proposer de mettre tout ça par écrit. Et donc Marco va dicter son texte en français. En français, alors matiné bien sûr de quelques italianismes, hein, mais parce qu'il veut lui assurer une plus grande diffusion. Il sait ce qu'il a raconté va intéresser les gens, et pas uniquement les nobles, pas uniquement les clercs, et donc il veut aussi intéresser les nobles. Et donc les nobles ne parlent pas tous forcément le latin, ou pas tous bien le latin. Surtout à cette époque, on est à la charnière du XIIIe, XIVe siècle, donc le français, le moyen français, se déploie de plus en plus comme une langue de transmission, de connaissances, de savoir, de littérature, et donc pour lui c'est pas une bonne chose de le transférer via le français. Alors le livre s'appelle généralement le devisement du monde. Vous entendrez parfois parler du livre des merveilles. C'est tout simplement en fait la dernière section qui est la plus imposante, et souvent celle qu'on trouve le plus représenté, le plus mis en avant, notamment à travers un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle le Bibliothèque nationale de France français 2810. Je vous conseille d'aller le voir sur internet avec le site Gallica, qui est en fait le site de mise en ligne de reproduction et de scan de la BNF, parce que ce sont des enluminures vraiment magnifiques en fait, et ça permet justement d'illustrer un peu ce récit que va faire Marco. Et il date de quelle époque ce manuscrit-là? Est-ce que c'est contemporain de l'époque de Marco Polo, ou est-ce que c'est un manuscrit un peu plus tardif? Il est un peu plus tardif, mais un peu plus dans le XIVe siècle, c'est au milieu des années, vers les années 1340-1350. Il est assez proche des événements qu'il décrit. Mais est-ce que Marco Polo est encore en vie à ce moment-là? Non, parce que Marco Polo, il est mort en 1324. Mort de vieillesse, d'ailleurs. Il a quand même une belle vie. Il est quasiment mort à 70 ans. Quand même. Ce qui, pour l'époque médiévale, est quand même... Encore aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'à un certain temps, était quand même un bel âge pour mourir. Et dans une prison. Non, il a été libéré entre-temps. Il est rentré finir sa vie à Venise. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement... à partir de ce moment-là, le livre en tant que tel et son contenu. Tout simplement parce que ce livre va être diffusé, et s'il nous apparaît, nous, comme exceptionnel, c'est parce qu'il raconte des choses vraiment assez extraordinaires. Il est allé jusqu'en Chine, il y est resté une vingtaine d'années, il a visité énormément de régions, il a croisé énormément de choses, et c'est tellement extraordinaire que, on risque de ne pas le croire, quand même. Vous vous rendez compte, vous êtes quelqu'un qui vient d'Italie, à l'époque, on connaît de nom, dans certains milieux, la Chine, mais alors l'Européen moyen à l'époque, la Chine, ça lui passe totalement au-dessus. Hein. Enfin, que ce soit la géographie ou l'histoire, généralement, on a une notion beaucoup plus floue de ces choses-là. Pour donner un exemple, par exemple, pendant la première croisade, lorsqu'on appelle la croisade populaire, c'est-à-dire
paysans, les petites gens qui vont partir en premier vers Jérusalem avant que t'arrivent les militaires, eux, ils pensaient que toute l'histoire du Christ est arrivée à peine 100-150 ans avant leur génération, alors que c'était plutôt 1000 ans. Mais bon, un zéro près, un zéro de plus. Voilà. Donc les gens pensaient faire 3-4 000 pour aller en Chine. Exactement. C'était un peu plus. Et donc le récit de Marco Polo est émaillé d'éléments qui nous aujourd'hui nous paraissent assez peu crédibles. Notamment à un moment, il va parler de licorne. Oh. Et oui. Alors, pour ceux qui n'auraient pas Instagram, la licorne est un cheval parfois assez somptueux avec une grande corne sur la tête. Alors parfois matiné d'arc-en-ciel ou pas, selon les sources plutôt récentes, mais dans la version médiévale, il est plutôt d'un blanc immaculé. Pourquoi je parle de licorne ? Parce que dans la connaissance médiévale, on est persuadé qu'en Orient, il y a des licornes. C'est parce qu'on trouve ça dans des textes qu'on appelle les autorités, les autoritas. Et dans ces textes qu'on se transmet de génération en génération, c'est un des monastères qui participent à l'éducation des gens dans ce qu'on appelle les bestiaires, ce qui est en fait tout simplement un recueil de définitions de différents animaux. La licorne y est citée, donc c'est qu'elle doit être vraie. Et elle est existante comme vivant en Orient. Et donc Marco, lorsqu'il est en Orient, s'il n'a pas vu de licorne, les gens ne vont pas le croire. Et donc, en fait, il va trouver un moyen de dire qu'il a vu une licorne pour qu'on accepte son texte comme vrai et qu'on accepte les autres informations qui sont, elles, plus exactes. Alors, comment il va faire ? Imaginez-le se baladant du côté de Sumatra. Il a quand même pas mal bourlingué. Et arrivé à Sumatra, il ne trouve pas de licorne, mais il trouve quelque chose d'assez approchant. Ça a 4 pattes, ça a une grande corne. Bon, c'est pas blanc immaculé, c'est plutôt un brun un peu marronasse, et le poil est un peu plus dru. C'est tout simplement un rhinocéros de Sumatra. Mais en revenant, il va dire, écoutez, j'ai trouvé une licorne, simplement ce n'est pas tel qu'on le pensait dans la description, ce n'est pas un grand cheval blanc, c'est plutôt un animal un peu plus court sur pattes et brun-gris. Est-ce que c'est possible que ça donne un aspect plus scientifique à son ouvrage? Est-ce que ça peut être un but recherché? Alors, pas forcément scientifique, mais plutôt, comme tu dis, une mise à jour des connaissances. C'est-à-dire expliquer que on avait certaines connaissances, mais elles n'étaient pas exactes. On va donc essayer de corriger sans pour autant remettre en cause trop fondamentalement les connaissances précédentes. Alors, l'autre exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la salamandre. La salamandre, vous savez, c'est un petit reptile. Et généralement... Amphibien. Amphibien, exactement. Voilà. Heureusement qu'on est très spécialiste. Oui, l'historien de la vie biologique et environnementale. C'est un petit amphibien, excusez-moi, qui est perçu au Moyen-Âge comme ayant, et même un peu à la Renaissance, ayant la capacité de passer à travers les flammes sans se brûler. Marco Polo ne va pas trouver ça. Mais pendant son voyage, lui, il va trouver en fait des gens qui, à partir d'une matière rocheuse, qui s'effrite en filaments, la transforme en fibre et ensuite la tisse pour faire des couvertures ignifugées. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Petit indice. De la laine. Pas loin. Du coton. Alors, petit indice, on en avait dans les bâtiments jusqu'aux années 80 et après on n'était pas très content d'en avoir. De l'amiante. De l'amiante, exactement. Ouais, de l'amiante. J'étais proche. Voilà. En fait, la laine d'amiante. Est-ce que c'est sécuritaire d'être dans des couvertures d'amiante ? Pardon ? Est-ce que c'est sécuritaire de s'envelopper de couvertures d'amiante ? Alors, pas forcément lui, mais il y avait certaines populations qui faisaient ça justement pour protéger lors des feux lorsqu'ils vivaient autour du feu. Vous pensez que c'est pas mal de populations nomades, donc forcément, le feu de camp dans une yourte, ça peut un peu brûler pas mal de choses, surtout que je vous rappelle, il fait froid dans les steppes mongoles, surtout l'hiver. Donc tout ça pour vous dire en fait qu'il va dire que finalement la salamandre n'est pas un animal, mais tout simplement une matière minérale dans laquelle par contre on peut faire des couvertures, des fibres, et donc les couvertures en peau de salamandre qu'on a pu avoir avant en Europe étaient tout simplement non pas issues d'animaux, mais d'un minéral. Et là, ça pose des questions assez intéressantes, parce que, du coup, ce type de torsion de la réalité, ça peut amener à une certaine suspicion sur le texte pour un historien actuel. Notamment... Parce que j'ai cru entendre à un moment donné que Marco Polo va mentionner d'une bataille qui aurait été témoin, mais question d'étudier les faits, il n'aurait pas été là à ce moment-là, ça serait vraiment un mensonge qu'il aurait fabriqué. Alors, effectivement, c'est un mensonge. Alors, comme j'aime bien souvent dire, c'est un mensonge pour pouvoir dire la vérité. Tout simplement, il faut penser que Marco a pu avoir une place assez haute dans l'administration du Khan, et c'est quelque chose de pas très compréhensible pour des Européens. Comment quelqu'un qui est un simple marchand peut devenir un conseiller extrêmement proche d'un empereur, très rapidement en plus. Et il va prendre pour ça une bataille qui en fait a eu lieu pendant qu'il était en chemin, mais qu'il n'a pas pu croiser, ça a eu lieu un peu avant,
Et en fait, lors de cette bataille, des artisans musulmans auraient apporté des versions améliorées des canons et de la poudre à canon que connaissaient les Mongols, qui auraient permis tout simplement de détruire les murailles. Et Marco va présenter le fait que c'est en fait lui, son père et son oncle qui ont apporté cette invention et qui a donc, ce fait est arrivé aux oreilles du Khan, qui donc les aurait reçus et leur aurait donné des gratifications honorifiques pour tout simplement les remercier de cette victoire. Encore une fois, il a besoin de ce mensonge dans son texte, tout simplement pour que son texte paraisse crédible à son lectorat. Mais le problème, c'est que ce type de mensonge va créer au XXe siècle une suspicion sur les récits de voyage. C'est aussi lié à un autre précédent, qui est un autre récit de voyage très connu de la fin du Moyen-Âge, qui s'appelle le voyage de Jean Mandeville. Alors c'est le plus connu quasiment des récits de voyage du Moyen-Âge, il est diffusé extrêmement rapidement, c'est quasiment ce qu'on pourrait appeler à l'époque un best-seller médiéval, c'est-à-dire plusieurs centaines de copies. C'est écrit à la main à l'époque, hein, aller faire plusieurs centaines de copies, c'est très long et fatigant et très cher. Mais tout simplement, il était tellement bien fait que quand on va l'étudier, on va même accuser d'autres récits de voyage contemporains de l'avoir pillé. Et en fait, on va se rendre compte au bout d'un moment que Jean de Mandeville n'a jamais existé, c'est en fait un bourguignon qui avait fabriqué un texte à partir d'autres textes, et du coup, en fait, ce n'était pas lui qui était pillé, mais lui qui avait pillé les autres. Et donc, ce qui va faire que pendant 30-40 ans en histoire, on va être très suspicieux par rapport aux anachronismes au sein des récits de voyage. Mais ce qui est vrai, c'est que Marco Polo amène énormément d'informations, notamment sur l'organisation de l'État mongol, ou alors simplement des productions des différentes villes, notamment en Chine, qu'il a pu traverser. Et même au-delà de ça, partons de l'hypothèse la plus radicale, qui en fait n'est pas vraie, mais on pourrait la prendre, genre, si Marco Polo n'est qu'un tissu de mensonges, ça en revient à l'impact qu'il a pu avoir. Notamment, je passe à l'impact qu'il a eu au passage, comme on a parlé tout à l'heure, Jean-Félix, du Moyen-Âge à la Renaissance. On date souvent ce passage de l'exploration de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Mais en fait, il faut savoir que Colomb est obsédé par Marco Polo. On a même on sait qu'il avait une copie de Marco Polo qu'il avait abondamment annoté, que c'était à partir de ça qu'il avait créé son projet de passer non plus par l'Est mais par l'Ouest pour rejoindre Cipangu, en fait le Japon, que Marco Polo lui n'a jamais visité mais connaissait tout simplement parce que les Mongols avaient tenté de l'envahir 2 fois pendant qu'il était là-bas. Et dans son récit, c'est en fait tout ça est réuni dans un seul épisode qui est raconté de ce tentative d'invasion qui est resté très célèbre même au Japon, tout simplement parce que lors des 2 invasions, à chaque fois il y a eu une tempête qui a détruit la flotte mongole sur les 2 essais. Et ça a donc mené à la légende du kamikaze, du vent divin qui en fait protège le Japon. Merci Eliott pour ta première chronique. J'espère que tu as eu du plaisir à nous raconter tout ça. Nous, on en a eu beaucoup à t'écouter. Si ça vous tente d'en savoir plus sur l'Orient, je vous dirige vers l'émission du 15 février dernier où Daniel Lemire a traité de la pensée chinoise classique. Et d'ici à ce que vous ouvriez votre podcast préféré pour aller l'écouter, on va aller écouter d'autres choses. Marie-Laurence, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? On écoute Instant Zéro de Laurent Sanne. Je sais
Bienvenue en studio à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Alors, quand on parle de sujets à l'ordre du jour, c'est très difficile de faire mieux que ça aujourd'hui, hein, l'ordre du jour. Alors, Charles Bénard qui va nous parler de l'activisme environnemental au Costa Rica. Qu'est-ce que tu as à nous apprendre là-dessus aujourd'hui? En fait, c'est ça, aujourd'hui, dans la veine du 27 septembre, journée de marche pour le climat à Montréal, je pouvais pas m'empêcher de faire une chronique qui ne touchait pas à ça, mais je reste quand même un petit peu distant parce qu'aujourd'hui, je vous amène en Amérique centrale, au Costa Rica. Ce que j'ai à vous dire, en fait, c'est je vais me pencher sur en fait, le Costa Rica est un pays qui représente qui a 4% de la biodiversité mondiale, puis qui compte aussi 29 parcs nationaux de conservation, ce qui englobe en fait 25% de son territoire, ce qui est en fait le plus haut. 25%, oui, donc c'est à peu près c'est le ratio le plus haut au monde. Donc, qu'est-ce qui est donc l'histoire qui explique cette réalisation et cette culture environnementale qu'on trouve dans un petit pays d'Amérique centrale? Petit comment exactement? C'est quoi la proportion par rapport à, je sais pas, le Québec ou... la proportion exacte, je pourrais pas te le dire, mais... C'est plus gros que l'île de Montréal? Hein? C'est plus gros que l'île de Montréal? Oui, c'est plus gros que l'île de Montréal. Okay. Ouais. Mais est-ce qu'il y a 500 000 personnes au Costa Rica dans les rues aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Y a-tu 500 000 personnes dans la jungle? Bon, je vais reprendre le fil de ma chronique, mais... Revenons à nos salamandres. Fait que c'est, en fait, pour bien. En fait, c'est ça. Pour répondre à cette question, en fait, je propose de remonter aux années 1970 et me pencher un peu sur l'activisme écologique costaricain et aussi sur le travail de Mario Bossa et d'Alvaro Ugalde, les deux premiers directeurs du service des parcs nationaux au Costa Rica. D'abord... Mais c'est drôle, je savais pas que le Costa Rica avait une si grande culture environnementale. Ouais, mais en fait, le Costa Rica est quand même reconnu, surtout en ce moment au Québec, pour l'écotourisme, la conservation, la préservation, le nombre de biologistes, des gros centres qui s'occupent justement de la préservation de certaines espèces de tortues. Donc oui, il y a quand même une conscience. Et pour y avoir voyagé, j'ai quand même remarqué ça aussi chez les gens. Donc une relation avec leur environnement qui en font une fierté vraiment. Là. Ça devient vraiment un symbole national. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, c'est ça que ma chronique vient expliquer en fait. Donc oui, juste d'abord un petit contexte à partir des années 50. Selon l'anthropologue Robert Fletcher, c'est vrai qu'en 1950 les territoires costaricains étaient en fait couverts à 50% de forêt. À la fin des années 80, ce pays va être un des pays avec le plus haut taux de déforestation au monde. Ce qui explique une telle situation, en fait, c'est les raisons économiques. En fait, l'agriculture qui était au centre, à l'époque au centre de l'économie costaricaine, durant les années 70. Puis en plus, au cours des années 70, il va y avoir une montée mondiale de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la restauration rapide. Puis le Costa Rica, lui, qui à la fin des années 80 va être en fait le fournisseur numéro 1 de bœuf pour la restauration rapide nord-américaine. Donc on s'entend qu'en jouant ce rôle-là dans le marché de la malbouffe nord-américain, qui est un assez gros marché, on va se le dire, ça paraît un peu comme nécessaire. La déforestation apparaît un peu comme nécessaire parce qu'elle permet d'augmenter le nombre de pâturages nécessaires à l'élevage du bœuf, en fait. Mais jusque-là, ça n'a pas l'air d'un pays très environnemental. Qu'est-ce qui a donné aux Costa-Ricains le goût de la protection? Vous inquiétez pas, les bonnes nouvelles y arrivent, là, j'y arrive. En fait, en raison de sa riche biodiversité, le Costa Rica va attirer l'attention des biologistes nord-américains et européens assez tôt, en fait. Même après la Seconde Guerre mondiale, ces biologistes-là vont entreprendre des campagnes pour préserver la forêt costaricaine, quand même d'envergure. Puis en plus, malgré la réalité de la déforestation, l'Université du Costa Rica, elle, même à la fin des années 50, va avoir déjà créé un département de biologie qui donc va former des biologistes costaricains et donc sensibiliser une partie des universitaires costaricains aux enjeux de la conservation. Donc, en même temps que les pressions économiques qui
favorise la déforestation, on voit quand même la montée d'une pensée de conservationniste. Donc, oui, c'est ça. Donc, alors, puis même que les conservationnistes, donc les biologistes, qui vont faire de plus en plus de pression gouvernementale, vont réussir à la fin des années 60, en 1969, à faire assez de pression pour que le gouvernement décide de créer un service des parcs nationaux un service des parcs nationaux national qui va avoir pour mandat, du moins sur papier, d'augmenter le nombre de terres appartenant à l'État visant à conserver la forêt. Du coup, c'est cool pour eux. Il y a une agence, il y a du monde pour protéger le territoire. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que... Est-ce que les gens suivent? Ben, c'est ça. Il y a... donc le service des parcs nationaux à l'époque était représentait à peu près 3 personnes, dont un administrateur. C'est quand même plus que de théologiens. Non, c'est ça. En fait, il y avait 3 personnes, un administrateur dont je connais pas le nom, puis 2 étudiants, un en foresterie et un en biologie, donc dont Mario Bossa et Alvaro Ugalde. Puis eux, pour remplir le mandat d'augmenter les terres de l'État pour la conservation, ben il y avait une auto puis 5 gardes. Donc, mais il y a quand même un événement, il y a vraiment un événement qui va venir cimenter la lutte pour la préservation de la biodiversité et aussi du même coup cimenter le travail du service des parcs nationaux, du moins lui donner une légitimité. Puis en fait, c'est la lutte menée par une majorité d'étudiants universitaires contre la multinationale l'American Aluminum Company, appelée Alcoa, en avril 1970. Honnêtement, bon, cet événement fait un super parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues à Montréal. Non, 500 000 personnes, c'est quand même gros. C'est un événement. On peut être fier à Montréal. On peut vraiment en être fier. Puis en plus, tantôt, vous me demandez s'il y a 500 000 personnes au Costa Rica, mais le 24 avril 1970, quand le mouvement va culminer, il va y avoir 500 000 personnes qui vont se présenter devant l'Assemblée législative. C'est un mouvement qui vient donc en fait c'est ça. Les étudiants pour s'opposer au projet que l'Alcoa avait de s'organiser avec le gouvernement pour un contrat au sud de la capitale de San José pour y faire implanter une usine de traitement du bauxite. Les étudiants costaricains vont être capables de mêler la souveraineté nationale, qui est une question très importante à l'époque en Amérique centrale, en époque de guerre froide, où est-ce que les compagnies états-uniennes et internationales sont très fortes en Amérique centrale, puis aussi les États-Unis interviennent beaucoup dans les affaires du pays. Ils ont été capables de lier cette question de souveraineté nationale à la souveraineté à aussi l'environnement. Donc c'est pour ça que cet événement-là est important au niveau de l'identité costaricaine, parce que c'est aujourd'hui ça a un impact vraiment mémoriel important pour les Costaricains, donc comme étant le premier moment de combat environnemental, mais aussi lié aussi à un combat d'identité nationale. Mais juste que tu réitères, tu as eu 500 000 étudiants et étudiantes qui sont rendus devant les bureaux du gouvernement pour protester. Ouais, en fait, il y a eu 500 000 personnes, majorité d'étudiants, mais aussi des professeurs, aussi des groupes d'activistes, des syndicats, tout ça. Mais ils sont arrivés devant l'Assemblée nationale. Les dernières manifestations qu'il y avait eu en avril étaient plutôt modérées, pacifistes. Mais là, ça a plutôt brassé parce que c'était la journée où est-ce que le gouvernement allait signer l'accord avec Alcoa. Puis, les violences sont un peu plus éclatées. T'sais, on parle de fenêtres brisées, ok. Mais mettre des poubelles en feu puis les lancer dans l'édifice, ça c'est quelque chose d'autre. Ça a peut-être servi le son. Est-ce qu'encore aujourd'hui le gouvernement américain prend des ressources plus ou moins légalement dans d'autres pays d'Amérique du Sud? Ça ouvre un autre débat. Moi, je dirais que c'est pas un débat, que oui, ça le fait. Je pense que c'est sujet pour une autre chronique. Ouais. Puis aussi les compagnies. Hein, il faut les compagnies soit américaines ou même les canadiennes. Là, Barrick Gold,
Mais est-ce que ce mouvement-là a eu des débouchés? Est-ce que ça l'a amélioré la situation? Ben en fait, ça l'a permis le contrat, le contrat entre le gouvernement et Alcoa a été signé, mais la journée du 24 avril a permis la création du Front national de lutte contre Alcoa, qui regroupe encore là une majorité d'étudiants, mais aussi des religieux, des syndicaux, des activistes, qui vont en plus les étudiants à cette époque-là, ils se faisaient encore traiter d'idéalistes, de communistes puis de romantiques. Juste pour vous dire, les choses changent rapidement. Quand on vient critiquer là, les jeunes qui se battent pour l'environnement, ben les insultes ils n'ont pas évolué depuis 1970. C'est encore les mêmes au Moyen-Âge. Mais en dehors des étudiants, des carrés rouges, des professeurs et des biologistes, la cause environnementale, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'ils ont réussi à créer des lieux comme ça avec leurs 3 employés? Ben c'est ça. En 1975, à cause des pressions du Front de lutte, Alcoa va cesser toutes ses activités au Costa Rica. Le contrat qui a été mis en place va être je me rappelle plus. Retiré. Rompu, c'est ça. Exact, rompu. Mais en bref, là, j'en arrive au service des parcs nationaux. Cet événement-là vient offrir aux 3 employés des services des parcs nationaux quand même beaucoup de support national, puis aussi non pas national, mais plus au niveau des biologistes, des étudiants. Donc il y a quand même beaucoup de chemin à faire parce qu'en effet ils sont que 3, en fait plutôt que 2 parce qu'il y a un administrateur qui s'occupe des relations avec le ministère de l'Agriculture. Donc comment ils vont faire pour aller sortir du support? Ben ils vont surtout se tourner vers l'opinion, vers l'international, où est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher du support des princes Philippe d'Angleterre puis Prince Bernard d'Hollande qui vont lui ordonner ils vont supporter le projet de conservation et appuyer financièrement. Donc tu sais quand t'es capable d'aller chercher la royauté européenne, c'est parce que tu fais un bon travail au niveau international. Et du coup il y a des aides de la Suède aussi ou j'ai pas été plus loin, mais peut-être. Pour la marche aujourd'hui, on le rappelle quand même aussi le mouvement de Greta Thunberg. Ouais. La Suède. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne analogie, Ouais. On aime ça en histoire les analogies. Ils vont être aussi beaucoup supportés par la première dame du Costa Rica, qui est une dame qui est très influente à l'époque. Puis ils vont mettre en place plusieurs campagnes de sensibilisation, d'éducation au niveau du gouvernement, de la population locale pour être capable de aller chercher d'aller intéresser la population aux enjeux environnementaux. Mais je vais conclure sur ça. En fait, une des choses qui m'apparaît vraiment plus important de mentionner, c'est que quand ils ont pensé leur projet, pour que leur projet puisse porter fruit, ils ont accepté et en fait ils se sont dit que il fallait que les nouveaux parcs soient créés en des endroits importants pour la conservation, en des endroits où le paysage est fabuleux, puis aussi sur des lieux historiques importants de l'histoire costaricaine. Ici, je pense notamment au parc Santa Rosa, situé sur un lieu d'une bataille importante dans l'histoire de l'indépendance costaricaine. De cette manière, ils se sont assurés que le public costaricain ne s'oppose pas à la création des parcs, puis aussi en intégrant des aspects de l'histoire dans leur travail. Ils ont réussi à lier la population locale à ses propres parcs nationaux, qui eux en ont fait. Donc, ils ont contribué au développement d'une identité nationale fondée sur la richesse de l'environnement du Costa Rica, ainsi qu'au développement d'un grand système de parcs nationaux qui aujourd'hui attire un grand nombre de touristes. Des touristes qui aujourd'hui représentent une part importante de l'économie du pays, ce qui fait en sorte que le Costa Rica a tout intérêt à entretenir ses parcs et ses forêts actuellement. Merci. Mais merci beaucoup, Charles. Très, très, très bonne chronique. Si vous voulez en savoir plus, parce que bon, on le rappelle, hein, c'est un sujet à l'ordre du jour. L'immense majorité des gens en studio étaient à la manifestation tout à l'heure et on s'est déplacé pour vous, fidèles auditeurs. Alors, on est bien content d'être ici avec vous. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'environnement, je vous invite à aller consulter la chronique de Sabrina Gaudreau sur l'histoire du plastique. C'est une chronique
chroniques en 2 temps, en 2 semaines en ligne. Et la première de ces 2 chroniques est passée à l'émission du 31 mai passé. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir été là. Merci Charles, merci aussi à Elliot. Merci Joël. Merci à Elisa, merci à Jean-Félix et à Julien et surtout à la charmante Marie-Laurence, sans qui on pourrait rien faire. Je vous rappelle que on répond à vos questions sur les réseaux sociaux. On n'en a pas eu cette semaine, mais si vous avez des questions sur l'actualité ou l'histoire, gênez-vous pas, ça va faire plaisir à nos invités et chroniqueurs d'y répondre à l'émission. On vous invite aussi à aller écouter nos chroniques de Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et aussi sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.